Soyez les bienvenus, toute l'équipe d'International se réjouit de votre présence et de votre fidélité. Alors comment vous présentez l'invité que nous recevons aujourd'hui? Je vais vous dire qu'il est médecin humanitaire, il a parcouru le monde entier, les zones de risque. Il est également diplomate puisqu'il a été consul général de France au Kurdistan irakien. Frédéric Tissot, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous vous définissez également comme médecin non gouvernemental. Vous êtes l'un de ces French doctors qui font aussi la légende de la projection française sur un certain nombre de théâtres de crise. Vous publiez L'homme debout, vous parlez bien sûr de vous-même, allusion à votre engagement, mais aussi, et nous en parlerons, au fait que vous vivez aujourd'hui en fauteuil suite à un accident survenu voici une dizaine d'années en Haïti, où vous étiez également. Rencontre donc avec un témoin très engagé de notre époque et les questions de Sophie Malibaud, de RFI et de Christophe Ayad du quotidien Le Monde, les partenaires de cette émission internationale. Alors Frédéric Tissot, première question, donc French Doctor, un certain nombre d'entre vous, on peut penser à Ruffin et bien sûr à Kouchner, vont vers la diplomatie, ça fait bon ménage, médecin humanitaire et un jour le rôle de diplomate? Je ne voudrais pas parler pour les deux autres, mais pour moi ça faisait tout à fait bonne affaire parce que je continuais à faire ce que j'avais fait depuis 30 ans. C'est-à-dire faire en sorte de maintenir le bien-être de ces populations. Mais il y a devoir de réserve, de discrétion, de prudence dans la diplomatie. Ok, le principal, c'est de faire en sorte de maintenir la paix. Et la guerre était toujours possible entre les Kurdes et Bagdad. Qu'est-ce qui reste de ces French doctors? J'ai des allusions, on les a beaucoup vus avec les Boat People, sur les lieux de famine, etc. On a le sentiment qu'on en voit moins dans l'actualité présente. On en voit moins, peut-être parce que les médias s'y intéressent moins, mais tous ceux qui ont, avec SOS Méditerranée, tenté de sauver ceux qui se noyaient, je ne sais pas s'ils sont beaucoup filmés, mais en tout cas, ils existent et ils travaillent. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses dans l'actualité, de la Turquie, du Kurdistan. Nous parlerons du retour de la famine dans certains pays d'Afrique, d'Haïti, bien sûr. Avec, première question de l'un de nos collègues. Oui, le Sophie Kurdistan irakien, enfin le Kurdistan, c'est un peu la cause de votre vie. Dans quelle situation vous trouvez que les Kurdes se trouvent aujourd'hui? Alors certainement les situations sont diverses, mais est-ce que vous avez l'impression que la cause est désespérée aujourd'hui? Écoutez, elle est désespérée quand on voit certains Kurdes, c'est clair. Mais bon, de manière générale, je pense que... Alors, tout d'abord, il faut séparer les différents Kurdistans. Ça fait 100 ans qu'on les a séparés, que Saïx-Picot les ont séparés et qu'ils n'ont pas réussi à rester ensemble, les Kurdes. Et donc, et qu'ils n'ont toujours pas de territoire. Non, ils n'ont toujours pas de territoire, mais ils sont répartis entre ces quatre pays, comme vous le savez, Irak, Turquie, Iran, Syrie. Moi, je connais particulièrement ceux d'Iran et ceux d'Irak. Je connais les autres, mais j'y ai pas travaillé directement. Je considère qu'aujourd'hui, ceux d'Iran et de Turquie ont peu de chance du fait de régimes centraux absolument pas démocratiques. Donc il est difficile de négocier quoi que ce soit. En Syrie et en Irak, je pense que ça serait plus facile d'aller vers des sortes d'autonomie, comme l'Irak est déjà totalement autonome, et le Kurdistan d'Irak pourrait aller vers l'indépendance. Mais Frédéric Tissot, on disait... Après la guerre contre Daesh, où les Kurdes ont été en première ligne, que ce soit en Irak et même en Syrie, encore aujourd'hui d'ailleurs, la récompense sera un État kurde. En fait, non. On a l'impression qu'ils se sont encore fait avoir une fois de plus. Mais vous le savez déjà, Christophe Ayad? Non, on ne sait rien. Enfin, les négociations de l'après-Mossoul et de l'après-Raqqa qui vont tenter de résoudre ces problématiques n'ont pas été lancées, même si Astana a déjà mais commencé... ils n'y sont pas à Astana, justement. Non, mais ok, mais à Astana, ce ne sont pas les Kurdes irakiens, ni les Irakiens d'ailleurs, c'est sur l'Irak. C'est sur la Syrie. C'est sur la Syrie et pas sur l'Irak. Les Kurdes, bien entendu, n'y sont pas. Moi, je pense que pour ceux de l'Irak, parce que je différencie tout à fait les histoires et les contextes politiques des pays et de ces régions kurdes, je pense que les Kurdes irakiens devraient pouvoir participer au futur de l'Irak, en tout cas. Que va devenir l'Irak demain?
une partie chiite, une partie sunnite, une partie kurde, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mal parti pour avoir un Irak encore unifié, tel qu'il était sous Saddam. Alors on aurait peut-être un Irak en 3 parties. Il y aura toujours les mêmes frontières, mais bon, ils se gouverneront chaque partie. Parce que... Mais quand Massoud Barzani, par exemple, dit on va faire un référendum d'indépendance, vous pensez qu'il y a des chances que ça arrive un jour ou c'est de la rhétorique? Massoud Barzani, le leader du Kurdistan d'Irak. Président illégitime aujourd'hui du Kurdistan d'Irak. C'est une rhétorique, il a raison de le dire, c'est quand même l'objectif majeur du peuple kurde, de son père, de tous les combattants kurdes et de tous ceux qui se battent pour la cause kurde. Être indépendant. Mais selon la Charte des Nations Unies, d'ailleurs, il n'y aurait pas normalement de contre-indication à ce qu'il le soit. Hein, mais lui, bien entendu, il le dit. Il n'a pas réuni le Parlement parce que le Parlement régional kurde n'est plus légitime à partir d'avril 2017, puisqu'il aura 4 ans. Qui pourrait le décider? En tout cas, il y a suffisamment de personnel politique au Kurdistan d'Irak pour pouvoir aller vers cette indépendance. Malheureusement, ils sont tellement désunis. Elle vient d'où cette désunion? C'est de la manipulation. Vous le dites très tôt dans votre carrière, à un moment, quand vous travaillez avec les Kurdes d'Iran, ceux-là sont manipulés par Saddam aussi. Ils sont un peu contre l'ayatollah Khomeini à l'époque. Oui, pour parler du Kurdistan d'Irak, ils sont manipulés par le pouvoir et l'argent, comme toujours. Celui qui veut le pouvoir doit avoir l'argent et celui qui a l'argent, etc. Et ça, c'est un mauvais trait de mes amis kurdes, parce que ça leur fera perdre non seulement la confiance de leur population, ce qui est en train de se passer, bien entendu, hein, malgré le support international de Massoud Barzani. Mais en tout cas, ils vont perdre à ce jeu, ça c'est clair. Christophe Ayad. Frédéric Tissot, encore sur le Kurdistan, on a l'impression qu'on se dirige vers une sorte de conflit entre 2 forces principales, le PKK d'origine turque, enfin kurde turque, qui s'est installé un peu partout dans la région maintenant, oui. Notamment en Irak, et Barzani, soutenu par la Turquie. Oui. Et que ces 2 forces vont collisionner. Est-ce que vous avez peur d'une sorte de guerre civile kurde, interkurde, très prochainement, enfin dans les mois qui viennent? Il y a 2 risques. Je n'ai peur de rien, je vois ce qui se passe, ou j'ai peur de tout, je vois ce qui se passe. Il y a 2 risques majeurs. Un conflit Barzani-Apo, Öcalan, le patron PKK. du PKK. C'est ça, parce que c'est entre les personnalités aussi que tout se joue. S'il y a une indépendance aujourd'hui, elle pourrait être déclarée par qui? Qui restera dans l'histoire? Donc il y a une bagarre entre Massoud Barzani et Abdullah Öcalan, le patron du PKK, actuellement emprisonné en Turquie. Il y a un deuxième risque majeur aussi, une guerre entre les forces du PDK, Massoud Barzani, et les forces de l'UPK, Union patriotique du Kurdistan, toujours présidée par Mamdjelal, qui était ancien président de l'Irak, très malade. Donc Talabani. Où c'est sa famille et sien. Et ça, il y a deux conflits majeurs qui sont très risqués, je veux dire. Alors, on le rappelait, vous avez été donc consul général de France à Erbil, dans cette région autonome. Qu'est-ce que ça a changé au plan diplomatique, cet engagement, cette reconnaissance de la France avec sa présence? Écoutez, pourquoi il a été décidé d'implanter une représentation diplomatique au Kurdistan? Car nous souhaitions, après notre refus en 2003 de participer à la guerre d'Irak menée par les Américains, nous avions peu de place. Et donc c'était une façon aussi de reprendre pied. D'être acteur dans ce... D'être acteur. On aurait pu l'être à Basra, c'était plus facile de l'être au Kurdistan.
le président Sarkozy à l'époque et Bernard Kouchner ont décidé que ça serait à Erbil, du côté kurde, au nord, plutôt qu'au sud. Bon, nous étions à nouveau acteurs, nous pouvions avoir un poste d'observation, nous pouvions développer notre influence, y compris économique. C'était de bon aloi de mettre en place une première représentation diplomatique. Cette guerre d'Irak, donc déclenchée en 2003 par George Bush, c'est le début de la déstabilisation majeure de cette région? La première déstabilisation majeure de cette région a été en février 1979, quand Khomeini a pris la place du Shah d'Iran. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un changement majeur, bien entendu, dans les alliances et dans les rapports de force, qui a fait notamment en sorte que ce qu'on appelle maintenant depuis, enfin ce qu'on appelait déjà l'islam chiite, la force chiite comme instrument politique d'influence et de pouvoir et de guerre, est intervenu dans cette région. Bien entendu, les Américains aussi. Ça a été une catastrophe absolue, ce qu'a fait notre ami Bremer avec le fils Bush. Ça a été une catastrophe absolue. Et donc, nous en payons aujourd'hui. Comment? 15 ans après, on en paye toujours les conséquences? Mais on en paye. Les Irakiens, ouais. Les Irakiens, les gens de cette région en payent les conséquences. Allez demander au papa ou aux mamans les conséquences de cette arrivée massive guerrière des Américains. Donc il aurait mieux fallu laisser en place Saddam Hussein? Non, bien entendu. Monsieur Christophe Ayad a toujours des bon, des questions provocatrices. Mais bien entendu, j'étais complètement pour... Vous étiez contre Saddam Hussein? J'étais pour la guerre. Pas l'invasion de l'Irak, mais j'étais pour le fait qu'il fallait mettre à bas, comme de nombreux Irakiens le voulaient, Saddam Hussein. Quand même, je ne sais pas si je le dis dans mon livre, mais quand je voyais certaines Kurdes, je m'en souviens, dans les montagnes au nord de l'Irak, bien entendu, on leur donnait des médicaments. Une vieille, mais toute plissée comme ça, là. Elle m'a dit, mais attendez, docteur, moi, je ne veux pas de médicaments. Je veux que vous m'apportiez la tête de Saddam Hussein dans mes mains. Oui, je peux vous garantir que vous dites bien dans ce livre, l'homme. Quand une vieille de 95 ans vous dit ça, vous apprenez vite la géopolitique et les rapports. Et c'est vrai, bon, toute une partie de la population irakienne souhaitait cela. Pas mettre à bas toute l'administration et toutes les structures de l'Irak. Mais Bush était le plus fort. Et bravo à Villepin qui avait quand même, et à Chirac qui avait eu discours à l'ONU. Un discours que j'ai suivi en direct de Kaboul. Je peux vous dire que j'étais fier d'être français. Frédéric Tissot, qu'on revienne un petit moment juste sur la Turquie, parce que ce dimanche, il y a un vote en Turquie pour un changement constitutionnel, voilà, qui accorde plus de pouvoir dans les mains de Erdogan. À un moment donné, Erdogan, il était dans un dialogue avec les Kurdes. Est-ce que ça s'est révolu? Est-ce que sa démarche aujourd'hui montre que c'est terminé? Il n'y aura pas de retour en arrière possible? Difficile d'imaginer un meilleur futur pour les Kurdes, parce que c'est très dommage. Erdogan avait mis tout en place cette négociation quasi directe avec Öcalan, et c'est vraiment dommage que ça ait explosé. Mais bon, la personnalité d'Erdogan a montré qu'il était quand même un garçon qui savait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il souhaite absolument avoir tous les pouvoirs. J'ai très peur pour la Turquie et pour les Turcs. Il restera au pouvoir jusqu'en 2029, en cas de oui. Je ne dis pas Inch'Allah, parce que je ne dis plus jamais Inch'Allah, et ça serait mal approprié. Mais bon, aux Turcs de décider. En tout cas, pour les Kurdes, on peut se faire du souci, car actuellement, ce n'est pas la tendance aux négociations. Vous avez vu l'HDP... Demirtas est en prison, enfin, etc., etc. Il y a de multiples députés, maires, etc., qui sont emprisonnés uniquement parce qu'ils sont de tel ou tel parti.
pas mal comme système démocratique. Frédéric Tissot, la Turquie dérive effectivement vers un système autoritaire, voire une dictature. Est-ce que l'Union européenne doit maintenir ce processus d'adhésion auquel personne ne croit, ni les Turcs ni les Européens? Tout à fait. Moi, je ne pense pas qu'il faille maintenir ce système. De toute façon, les Turcs n'y croient plus du tout. Je ne sais plus qui y croit. Certainement, les quelques fonctionnaires qui sont en charge du dossier. Il faut bien faire avancer le dossier. Mais politiquement, il n'y a aucune issue à ce process. En tout cas, actuellement, vu le contexte actuel. C'est clair que... Non, pitié, plus de grimacerie. Il faut arrêter de faire semblant? Oui. Moi, je pense... Ou alors, on peut continuer à faire semblant, pourquoi pas. Ça dépend combien ça coûte. Mais bon... Non, il faut arrêter de faire semblant. Et comment vous jugez la diplomatie française aujourd'hui, dans son rapport avec la Turquie d'Erdogan? Je ne suis pas diplomate, je suis citoyen. Vous l'avez été? Je l'ai été, c'est pas terrible. Vous l'avez été? Tout à fait. Non, j'allais dire, une parole de diplomate, c'est extrêmement difficile et complexe. Quelles sont nos relations, la relation diplomatique avec la Turquie? Nous participons à cet accord européen sur les réfugiés. Moi, je pense de toute façon qu'il faut être toujours plus sévère. Nous n'avons jamais été suffisamment sévères avec la Turquie, depuis très longtemps. Depuis les coups d'État militaires qui ont eu lieu, avec les systèmes en place, je trouve que nous n'étions pas assez sévères. Oui, mais là, c'est quand même eux qui reçoivent plus de 2 millions de réfugiés sur leur terre. Et alors? Ça peut occasionner quelques difficultés à gérer aussi. Tout à fait. Mais enfin, on a... L'Europe contribue financièrement. L'Europe contribue financièrement. Nous n'avons pas été capables, nous, en France, de recevoir plus de un 500 réfugiés. Nous aurions pu en recevoir plus. Je sais que ça a été un marché. Un marché qui n'est pas à notre honneur, d'ailleurs. Parce que nous avons vraiment abandonné quelques valeurs. Ça s'appelle des valeurs, je crois. Avant, on disait comme ça. Je pense que la France et l'Europe doivent être plus sévères à l'égard de la Turquie. Ça, c'est clair. De quelle façon, je n'en sais rien. Mais il faut que l'on soit plus sévère et on sera plus respecté. Pardon, mais je vais aller un peu plus loin sur la Syrie. Si en 2013, nous avions bombardé, mais même nous seuls, même lorsqu'Obama a dit non, on arrête. Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous auriez souhaité que la France, même seule, s'affranchissant d'Obama et de sa ligne rouge, aille bombarder... Oui, nous sommes au Conseil de sécurité. Oui, membre permanent. Membre permanent, il paraît. Nous sommes puissance nucléaire. Ouais. Nous avons une armée reconnue, du matériel impeccable. Nous aurions pu, avec 2, 3, 4 Mirages, ou avec nos missiles sous-marins, s'ils étaient là, je ne les voyais pas, aller bombarder à ce moment-là. Notre parole n'est plus sérieuse, n'est plus prise en compte. Donc c'était une erreur d'Obama de ne pas frapper à ce moment-là. Non, de François Hollande. Non, mais j'entends bien. Mais c'est bien l'Amérique qui a choisi. Non, mais Obama, bien entendu, mais nous n'étions pas obligés de suivre. D'accord. Lorsque l'Amérique a voulu envahir l'Irak, nous n'avons pas suivi. Nous aurions dû y aller parce que nous avions engagé notre parole. Donc notre crédibilité. Aujourd'hui, quelle est la crédibilité de la France dans cette région? Quelle est notre crédibilité? Et je souhaite que cette crédibilité retrouve le chemin. Car nous pouvons aussi retrouver toute notre place dans les négociations qui vont avoir lieu après Mossoul, etc. etc. Frédéric Tissot, l'homme debout, humanitaire, diplomate et anticonformiste, on vient de l'entendre. On vous retrouve dans 2 minutes exactement, le temps de faire un point d'actualité sur RFI. Et nous poursuivons avec bien d'autres questions à vous proposer. Retour international sur les antennes de RFI TV5 Monde, émission réalisée avec notre confrère Le Monde, notre invité aujourd'hui, médecin humanitaire, diplomate, anticonformiste,
l'homme debout, Frédéric Tissot. Nous avons déjà parcouru un peu une partie du monde avec l'actualité en Turquie, dans différents pays. Nous allons revenir sur la situation des réfugiés. Oui, la situation en France, on a vu la semaine passée un incendie dévastateur dans le plus grand camp de migrants, à Grande-Synthe, dans le nord de la France. Manifestement, tout est parti d'échauffourées entre réfugiés kurdes et réfugiés afghans. Comment est-ce que vous observez ce genre de choses? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un drame de la précarité de leur accueil? Je vois ça, je regarde ça avec grande tristesse, parfois une grande honte, parce que depuis le départ, l'accueil de tous ces migrants dont beaucoup voulaient être réfugiés en Europe, c'est mal déroulé. Et cet incendie, pour les syllabes, incident et incendie, est la preuve qu'effectivement, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que la dignité de ces réfugiés et leur bien-être puissent être assurés. Ce camp je le rappelle, avait été construit par Médecins sans frontières, qui connaît son travail, et donc c'est pas dans cela où on doit rechercher Mais effectivement, l'action humaine, les Kurdes et les Afghans, pourquoi pas se bagarrer? C'est quand même assez sympa de se bagarrer. Bon, on se bagarre, il y a des mafias, il y a des circuits, et le feu y a été mis, tout cela a été détruit. Mais la France a la capacité d'éviter ce genre de problème, d'avoir un accueil correct des réfugiés? Bien entendu qu'elle a une capacité. Mais parce que depuis, on ne veut pas, pour des raisons de politique intérieure, on ne veut pas montrer que la France est capable d'accueillir des migrants. L'Allemagne a accueilli combien déjà? 1 million de personnes. Bon, ça s'est bien mal passé, etc. Ça s'est bien passé. La France est tout à fait capable. Et il y a énormément de French doctors, en tout cas, qui l'ont fait à l'étranger, et d'autres qui l'ont fait en France, déjà, qui savent tout à fait monter ce type de camp et d'accueil. L'accueil, c'est pas uniquement mettre en place un hébergement. C'est effectivement trouver des accueils pour ces réfugiés-là. Nous sommes capables de le faire. Il n'a pas été décidé au plus haut niveau de l'État, mais ça ne fait pas depuis hier, ça fait depuis très longtemps, de mettre en place un système permettant effectivement à la France d'accueillir normalement, correctement, les migrants. Et Frédéric Tissot, on parlait des Afghans notamment, qui étaient présents à Grande-Synthe. Est-ce que c'est pas un peu à désespérer? Parce que l'Afghanistan est en guerre depuis 1979. En 2001, a été occupé, envahi pour être construit par pas seulement les États-Unis, mais une coalition dont on a fait partie. On a dépensé des milliards de dollars et on a l'impression que ce pays n'arrive pas à tenir debout, que ses habitants partent génération après génération, que la guerre y est quasiment une sorte de mode de vie. Comment... Et donc que les migrations sont destinées à durer indéfiniment. Oui, vous évoquez plusieurs problèmes. Certes, il y a toujours eu, depuis le départ de Zahir Shah en 1973, il y a la guerre en Afghanistan, la guerre interne entre Afghans, puis les Soviétiques, puis la coalition internationale menée par les Américains, à laquelle nous avons participé. Un point... 2 points, 3 points, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que tout ce que nous avons fait, coalition internationale, pour la reconstruction de l'Afghanistan, tous les pays y ont été, y compris la France, des centaines d'ONG y ont été, des milliards de dollars ont été dépensés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a correctement dépensé ces milliards de dollars? Vous étiez aux premières loges. Vous étiez aux premières loges dans les années 2002-2005. Mais 2001, qu'est-ce que vous avez fin 2001, je suis arrivé. Au nom de la France, tenter d'essayer de reconstruire, avec les Afghans, bien entendu, le système de santé. Ouais. Et alors? Échec. Et alors? Échec et mat. Il reste quand même de petites choses. Mais échec parce que il y a eu une conjonction de différentes volontés. La publique que je représentais, mais à un moment donné, des initiatives d'ONG qui ont surpassé
au niveau médiatique, je dis bien, vous êtes des médias, au niveau médiatique, hein, l'importance de l'action publique. Et donc, nous sommes partis, effectivement, tout le monde a connu l'hôpital mère-enfant, qui a été soutenu par la Première Dame de France, par Marine Jacquemin, par Muriel Robin, par Claire Chazal. Oui. Et donc, il y a eu un emballement médiatique pour ce projet. Ce projet était refusé par les Afghans. Nous avons obligé, entre guillemets, les Afghans à acter. Mais Madame la Ministre, nous allons vous construire un hôpital pour enfants. Vous comprenez ce que c'est? Mais nous avons déjà un hôpital pour enfants, l'hôpital Indira Gandhi. Vous ne voudriez pas plutôt travailler? Non, non, vous comprenez, nous, on veut faire un truc à nous, tout seul, etc. Et mettre le drapeau français. C'est une honte. Nous avons fait ça, nous avons été capables de ça, de faire ça. C'est pas cette... Enfin, aujourd'hui, il a une existence encore, cet hôpital. Très bien. Peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme et il rend service. Il y a des infirmiers, des médecins français qui vont chaque mois, et il rend service, bien entendu. Mais ça, c'est l'Afghanistan, ça? Cet hôpital? Je veux dire, c'est hors sol. Oui, mais en même temps... non, mais attendez, est-ce que ça a reconstruit l'Afghanistan, ça? C'est ça que je demande. Nous étions là pour reconstruire, faire du building, country building, je ne sais plus quoi. Peace building. Oui, voilà, pour reconstruire l'Afghanistan. Nous devions aussi reconstruire le système de santé, le système d'éducation, le système du ministère des Finances, le système... Tout cela. Mettre en place un État, oui. Mettre en place un État. Donc, eh bien, en fait... chaque pays avait son secteur. Et faisait, les Coréens aussi ont construit un grand hôpital, les Allemands aussi. Et puis pareil, dans l'éducation, etc. Il y a eu des universités privées qui ont été montées en Afghanistan. En tout cas, moi j'évalue juste en regardant comme ça. Je vois que tous ces jeunes, puisqu'on parlait d'immigrants, tous ces jeunes qui ont été formés à l'époque et qui ont pris goût à travailler avec les occidentaux sur Internet, etc., qui ont été formés, qui sont parfois allés aux États-Unis, venus en France, etc., pour être formés, qui sont repartis. Aujourd'hui, ils vendent tout. Je le sais, au téléphone. Ils ont tout vendu. Hein, et ils se sont sauvés. Ils ont profité de la crise syrienne pour partir. Parce ils vont être... ils veulent pas retrouver les talibans. Mais parce que voilà, les talibans, ils sont dans la place aujourd'hui. Bien entendu. Et même l'État islamique y est. Alors, il y a eu un changement majeur. La diplomatie américaine, avec l'arrivée de Trump, ce sont ces frappes sur la Syrie, sur l'Afghanistan, la plus grosse bombe disponible en dehors du nucléaire. Ça peut modifier la donne ou c'est de l'image? Pas du tout. Ça modifiera, oui, il y a 100 personnes qui ont été tuées. Alors, je ne sais pas combien de grosses bombes, là, il faut, mais il en faudra un paquet. Mais non, ça, c'est un petit truc militaire, sympathique, mais bon, ça ne sert à rien. Ça fait peur à qui, je ne sais pas. À part affaiblir Daesh, non? Mais oui, mais Daesh, ça repousse continuellement. Surtout qu'en Afghanistan, il n'y a plus que ça. Hein, et je ne pense pas que c'est avec cela que l'on va encore tenter d'aider l'Afghanistan. L'Afghanistan est perdu. Pardon. Donc cette fois, il va falloir discuter avec les talibans? Mais c'est les talibans, pardon, ce sont les Afghans qui vont essayer maintenant de se débrouiller. Ça, c'est clair. Au niveau régional, avec les Pakistanais, les Iraniens et peut-être les Soviétiques. Mais en tout cas, nous avons... Oh, pardon, oui, mais parce que tout d'un coup, j'étais retourné en arrière avec les Soviétiques à l'époque où j'y étais, et c'était les Soviétiques qui nous bombardaient. Pardon. Oui, donc là, on en était dans cette reconstruction de l'Afghanistan. Il y a eu un coup d'arrêt. Oui, oui. Mais tout le monde, petit à petit, c'est... Mais en fait, ça pose la question quand même un peu de l'humanitaire et du développement. C'est deux choses différentes, mais vous avez participé aux deux. Oui. Est-ce que ça marche? Vous avez travaillé en Haïti aussi. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut reconstruire un pays de l'extérieur? Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont réussi? Parce que Haïti, c'est pas une réussite non plus. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y avez été, vous y avez travaillé. Oui. Non, qu'est-ce que j'en pense? C'est extrêmement difficile, en tout cas lorsqu'il y a une guerre, une guerre de décolonisation ou une guerre de lutte pour le pouvoir telle qu'elle se passe dans beaucoup de pays.
il est extrêmement difficile pour la communauté internationale de revenir avec ses gros sabots, pardon, parce que c'est ça, pour tenter de reconstruire un pays. Quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, lors d'une interview, mais comment on le dit, vous savez, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je lui ai dit, mais attendez, est-ce que nos pays, en tout cas le nôtre, a des valeurs ? Je sais ça, qu'on n'a que des intérêts, mais est-ce qu'on a parfois quelques valeurs ? Mais pour revenir sur l'efficacité de l'action humanitaire, comment est-ce que vous jugez, par exemple, ce que MSF a fait au moment de la crise du choléra en Haïti ? Ils ont été quand même vraiment centrales dans la lutte contre ce fléau. Tout à fait, et dans la détermination de l'origine. Et là, pour le coup, c'est une bonne chose, ou il aurait fallu qu'ils les laissent faire ? Mais non, là, c'était... il y a des choses, attention, difficiles, parce qu'il y a les choses aiguës. Hein, le choléra, c'est une chose aiguë quand même, hein, que l'on peut... Aussi. Ebola aussi, vous voyez. Et les autres choses, les autres types de reconstruction dans d'autres domaines, hein, ça prend des années, des décennies. Pour le Ebola et pour le choléra, bien entendu. Ça, c'est de l'urgence humanitaire et on sait faire. MSF sait faire, les ONG françaises savent faire et les autres ONG aussi. Et le développement, par contre, est-ce que la France sait faire ? La France sait faire ? Je ne sais plus. Oui, on devrait savoir faire comme on l'a fait pendant longtemps au niveau formation. Parce que ça, on sait le faire. Et il n'y a que ça qui peut marcher. La formation, pas des élites, mais la formation de l'école primaire jusqu'au bout. Alors on a su le faire, d'ailleurs. Il y a des élites, d'ailleurs, qui sont sorties lorsque nous étions des colons. C'était notre système, donc il y avait des bons, il y avait des mauvais. Certains allaient à l'ENA, d'autres pas. Et c'est la formation. Je le dis dans mon livre, pardon mais... j'étais spécialiste de santé publique. Votre ami, le rédacteur en chef de La Croix, était venu me voir en Afghanistan et il m'avait dit, docteur Tissot, quelles sont les priorités dans le domaine de la santé. Et qu'est-ce que je lui avais dit ? Mettre les petites filles à l'école et construire des routes. Mais il m'a dit, c'est pas de la santé, ça. Je lui ai dit, comment ça, c'est pas de la santé ? C'est comme ça qu'on va reconstruire le pays, pas en mettant des sparadraps partout. Vous parliez d'Haïti il y a un instant. Il y a un terme que l'on utilise sur place, c'est l'ONGisation. C'est-à-dire beaucoup d'ONG qui viennent du monde entier, qui sont en émulation, parfois en concurrence, sur telle ou telle action, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'État, pas d'autorité de l'État. Ce sont les limites de l'ONG ? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit, bien entendu. Quand vous avez 360 ONG qui arrivent à Port-au-Prince, le ministère, quel ministère, est totalement débordé. Et les ONG font pas ce qu'elles veulent, mais ce pourquoi leur conseil d'administration leur a donné de l'argent. Et l'autorisation, disons, il y a toujours des structures. On ne peut pas... Qui va... Est-ce que c'est le père Carter, le père Carter qui va organiser tout cela? Carter, l'ancien... Non, c'était pas Carter, c'était... Clinton, plutôt. Clinton, qui était chargé de coordonner toute l'aide humanitaire. C'est pas lui non plus. C'est l'invasion, oui, c'est la deuxième catastrophe, ce qu'on appelle la deuxième catastrophe humanitaire. Après le séisme. Après le séisme, oui, l'arrivée des ONG. C'est vrai que c'est difficile. Et il ne faut pas casser la générosité des autres. Cette énergie que souhaitent mettre en place les ONG, lorsque c'est une énergie réelle et non pas perverse, doit être maintenue, doit être valorisée, doit être financée. Oui, sinon il y a ce qu'on appelle la fatigue humanitaire. On n'arrive plus à récolter des fonds. Exactement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une progression de crise en crise, Vous avez connu la Somalie, la Yougoslavie, etc. De crise en crise. Est-ce qu'il y a chez ces ONG une compétence nouvelle Non, il n'y a pas de désillusion, en tout cas. Chez certains, individuellement, on peut être désillusionné, on pourrait dire je le suis pas, parce que les jeunes sont toujours là pour reprendre ce flambeau, et ils ont de l'énergie, et il faut valoriser tout cela. Mais cette fatigue dont parle Sophie, est-ce que vous la voyez pas plutôt dans les opinions publiques chez les politiques? C'est-à-dire, on a dépensé je ne sais combien pour l'Afghanistan, ça ne marche pas, mais qui se débrouille?
Oui. Haïti, ça fait combien d'années qu'on subventionne, que machin, que truc, le Sahel, etc. Ça suffit. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas un retour aujourd'hui de la Corrèze plutôt que le Zambèze, qui est un vieux slogan des années 50? Tout à fait. Moi, je ne le pense pas. Effectivement, parfois, on peut être un peu désillusionné. Quand vous voyez le débat sur la présidentielle, on n'a pas l'impression que la France soit très obsédée par ce qui se passe ailleurs, quoi. Écoutez, le débat sur les présidentielles n'est pas le reflet de l'intelligence française. Hein? La médiocrité française peut se montrer n'importe où. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. C'est pas parce qu'il y a 8 ou 9 personnes qui discutent que, c'est important, certes, mais que ça montre ce qu'est notre pays. Notre pays vaut mieux que ça. Ok, mais ça, c'est un autre problème. Mais je ne pense pas qu'il y ait une fatigue réelle, ni de nos politiques, ni de nos élus, ni de l'opinion publique. Regardez pour les migrants, ces migrants, ces réfugiés. Est-ce que vous avez déjà vu un petit article de presse sur un village, une petite ville qui aurait reçu des migrants et il y aurait eu un incendie ou je ne sais quoi? Parce que ça ne se passe jamais comme ça. Parce que les Français sont généreux et accueillants. Je le sais, je l'ai vu dans mes tripes. Et à partir du moment où on accueille, ça se passe bien. Parce qu'on n'est pas totalement des brutes épaisses. Et ça se passe bien. Bien entendu, le jour où le maire annonce, ou le sous-préfet annonce que, là, vous avez toujours 10, 1500, 2000 personnes, toujours les mêmes, qui viennent manifester. Tant mieux, c'est la liberté. Frédéric Tissot, aujourd'hui, vous êtes aussi impliqué dans la cause des sans-logements, les sans-abri. Et ça, depuis 2012, quelque chose. 2013, ouais. Et vous avez vu, est-ce que c'est devenu encore plus difficile à cause des migrants? Parce que dans le discours politique, quelquefois, c'est ce qu'on entend. Il faut déjà s'occuper des sans-abri. Voilà, il faut s'occuper de nos pauvres avant de s'occuper de la misère du monde. Ça nourrit les populismes. Qu'est-ce que vous constatez, vous, Non, sur le moi terrain? je constate que cette capacité d'accueil est toujours présente. Il y a certes des discours, des petits papiers dans la presse, des petites choses. Mais ça, ce n'est pas important. Moi, je vois la réalité des choses. Nous sommes capables d'accueillir. Les Français sont pour accueillir. La preuve, quand ils accueillent, et ça se passe très bien. À Fontainebleau, j'y suis allé. Attendez, au début, il y a eu des petites discussions. À Fontainebleau, c'est pas en général l'endroit où on accueille toute la misère du monde. Eh ben si, ils l'ont fait, et ça s'est très bien passé. Et les migrants n'ont pas du tout empêché, diminué notre capacité d'accueil. Il y a eu des problèmes parce que nous ne l'avions pas préparé, tout simplement, pas suffisamment préparé. C'est clair, et depuis longtemps. Et de mal en pis, j'allais dire. Frédéric Tissot, je voudrais revenir sur l'action des humanitaires, de ces docteurs, notamment qui se sont beaucoup impliqués en Afrique au moment des crises de famine. Ouais. À nouveau, la famine revient. Oui. Soudan du Sud, par exemple. Oui, tout à fait. Pourquoi? Dans la Corne du Sud, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que, il y a des mouvements climatiques qui sont totalement secondaires, et il y a surtout des facteurs humains et politiques. Sylvie Brunet, à l'époque, l'avait très bien montré, tout cela. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, une ancienne d'ACF, AICF à l'époque, l'avait très bien montré, l'origine des famines. J'ai participé, j'ai réalisé pour le compte de Bernard Kouchner l'opération Riz pour la Somalie en 92. Bon, on les a rencontrés, les chefs de guerre, ensemble. Mais déjà, dans cette opération, il y avait une grosse partie de médiatique. Vous le décrivez très bien dans votre livre. Tout à fait. Alors là, c'était voulu dans le sens où il avait été choisi de mobiliser les enfants de France pour une action de solidarité. Ça, c'est clair. Je le dis dans mon livre, il aurait été très facile pour Frédéric Tissot, directeur de la cellule d'urgence au Quai d'Orsay, de faire un téléx au Vietnam, de commander 80 000 tonnes de riz, de dire « please, envoyez tout ça à Mogadiscio, au Comité international de la Croix-Rouge ». Ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple, peut-être plus efficace en termes de nourriture. Mais ce que notre ministre, à l'époque, avait souhaité, et donc tout le gouvernement, c'était qu'on
on fasse participer l'ensemble des 12 millions de scolaires à cette opération. Moi, j'ai été favorable. Pourquoi pas? Oui, mais c'est comme ça que les actions médiatiques finissent parfois à se substituer aux fondamentaux de l'humanitaire. Non, je ne dis pas que c'était médiatique, c'est la solidarité qui était nécessaire. C'était médiatique. Pardon. Moi, j'adore les médias. Vous voyez, j'y suis. Mais bon, ce sont les médias qui produisent les faits, non? Ou qui révèlent les faits. Donc, si ça ne marche pas, c'est la faute aux médias? Pas du tout. Non. Mais il y a des faits qui ne sont pas révélés par les médias. On a commencé cette émission en parlant de tout ce qui se passait Syrie, Irak, disons au Proche et Moyen-Orient. Il y a eu il y a 6 ans ce qu'il était convenu d'appeler le printemps arabe. Oui. Gros espoir, beaucoup d'espoir d'une démocratie qui ne soit pas amenée par les armes, par les États-Unis en l'occurrence, comme ça s'était passé en Irak. Vous en faites déjà un bilan, vous êtes déçu, l'homme, le diplomate, le médecin, le citoyen engagé? Bien sûr que j'en suis déçu et très déçu parce qu'il y a eu un véritable espoir. Nous avons immédiatement, j'allais dire, tourné kazakh, les diplomates, et c'était très bien. Je me souviens d'une réunion j'étais à l'époque consul général, une réunion avec Alain Juppé, notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui était un excellent ministre, et qui nous a dit, à partir de maintenant, s'il vous plaît, parlez avec l'opposition. Parce qu'on sortait de la Tunisie, on disait notre ami Ben Ali, et personne ne connaît les opposants, etc., etc. Et donc, on nous demandait de parler. Bon, moi, ça faisait longtemps dans mon coin que je parlais avec tout le monde, mais c'est vrai que... Et ce printemps arabe, oui, ça a mal tourné pour ces jeunes des printemps. Il fallait les soutenir davantage? Que la communauté internationale les soutienne davantage? Non. La communauté internationale, chaque fois que... Oui, alors peut-être de manière, mais pas de manière totalement officielle. Il fallait les soutenir, oui, les ONG devaient les soutenir, et ce qui a été fait d'ailleurs. Mais ça n'a pas marché. C'est pas la faute à l'autre. Chaque pays est un cas particulier. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché en Tunisie pour l'instant. Vous avez dit? Tunisie. Mais pour l'instant, c'est pas gentil pour eux. Parce que ça va marcher. Pour l'instant et plus tard. Bien entendu, tant mieux. Et tant mieux pour les Tunisiens. Ça a été très difficile d'accoucher. Ça n'est pas encore totalement terminé. Le placenta traîne encore un petit peu. Mais j'espère que ça va marcher. Et j'en suis sûr même. Vous avez eu, vous le racontez dans ce livre, vous avez eu un accident, cet arc électrique, une ligne électrique qui vous projette, qui vous brise la colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça a changé sur votre regard du monde? Parce que vous dites, au moins, on me reconnaît, quand j'étais diplomate, je suis le type en fauteuil. J'ai plus besoin de directeur de la communication. Voilà, tout le monde me reconnaît. Mais c'est tout, mais ça n'a rien changé. Si, ça a changé énormément de choses, ça m'a donné un souffle de vie extraordinaire. Non, c'est vrai. Je voyais la vie d'une autre façon parce que j'étais à un autre niveau. Je le décris très bien dans ce livre. Je ne suis plus au même niveau de l'autre parce que je suis plus bas. Je le regarde différemment et il me regarde peut-être différemment. Mais en tout cas, la vie est différente quand on est en fauteuil roulant. Mais elle est toujours aussi belle. Ça, c'est clair. Frédéric Tissot, avec Marine de Tilly, l'homme debout, humanitaire, diplomate et anticonformiste. Merci d'avoir été sur le plateau d'International aujourd'hui pour commenter cette actualité. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Nous retrouverons, nous, la semaine prochaine pour un autre numéro d'International avec RFI, TV5 Monde et le quotidien Le Monde.